Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial, jour 4 de la Coupe du Monde. Ce mondial, c'est absolument n'importe quoi. Quel délire absolu, encore une surprise, encore un renversement de situation, le Japon qui s'impose 2-1 contre l'Allemagne dans un match absolument extraordinaire, tactiquement fascinant, émotionnellement si prenant. Monsieur Hajime Moriyasu, votre réaction au moment de l'hymne national, c'est la même qu'on a en regardant votre Japon, qui est une équipe fantastique, extraordinaire, qui a si bien joué. On parlera un petit peu de Maroc-Croatie en fin de vidéo. Je vous donnerai ma note pour ces deux matchs et la note de ce match-ci monte très haut. On a un mondial de dingue, on a quelques matchs 0-0, pas si prenants, je suis d'accord. Et on a aussi des matchs absolument légendaires qui rentrent tout de suite dans l'histoire de la Coupe du Monde. Au bout de 4 jours, je trouve qu'on a pas mal de chance sur ce début de mondial. Mais donc je vous donnerai ma note sur ce match-ci. Et on terminera avec les pronos du jour pour Espagne-Costa Rica et Belgique-Canada, là dans quelques heures, avec mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo WILOU. On est parti donc sur Allemagne-Japon, tout de suite ce qu'on a vu chez les Japonais. Là on joue la 7e minute de jeu, c'est ce que le Japon fait. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, la prise à 2 voire à 3 sur le porteur pour ensuite aller exploser en transition dans le dos d'une Allemagne qui a des problèmes pour couvrir la profondeur dans son dos. On l'a vu, ça a été une de ses difficultés. Et le Japon, là on parlait par exemple hier de la Pologne, à la récupération c'était si lent parce qu'il y avait quasiment personne qui accompagnait le mouvement. Le Japon vient de récupérer le ballon et est déjà à 5 contre 4. Avec l'appel de Junya Ito là, qui se propose, qui se démène au sprint, qui va être servi par Daichi Kamada qui a récupéré ce ballon. Junya Ito côté droit qui peut centrer pour Daizen Maeda. Le but, malheureusement refusé pour hors-jeu, et c'est vrai qu'il était parti bien trop tôt. Mais déjà, au bout de 8 minutes de jeu, le Japon a montré qu'il fallait compter sur eux. Une autre récupération haute 13 minutes plus tard, par l'intermédiaire à nouveau de Daichi Kamada qui bondit sur Schlotterbeck. Son centre donnera rien, il est coupé par Rudiger. Mais ouais, le Japon a montré de très belles choses sans ballon. C'est l'équipe qui presse la mieux du tournoi pour l'instant. Impressionnante. L'Allemagne a eu des situations aussi. Je pense qu'il y a quelque chose sur la phase sans ballon qui était peut-être une lacune des Japonais. Et je trouve que leur densité ballon était très forte, très agglutinée autour du ballon. Dans l'idée de prendre à 2 ou prendre à 3, ça vient aussi avec quelques conséquences. Grosse protection de l'axe, c'est que tu laisses des gars totalement libres, comme ici David Raum, latéral gauche, qui a beaucoup proposé sur cette première mi-temps, qui n'est pas servi ici en l'occurrence. Gundogan va préférer déclencher à mi-distance, c'est sans doute une erreur, parce que ici, je pense qu'il y a un petit ballon à mettre à David Raum, ça finira dans la niche du gardien japonais. Quelques minutes plus tard, quasiment la même situation. Gundogan, cette fois, va servir Raum, qui s'est proposé sur le côté gauche, et on voit à quel point la densité axiale japonaise est hyper forte. Protéger l'axe avant tout, c'est le gros credo. Il y avait Gnabry, c'est vrai qu'il n'y avait pas Coman, Musiala a été déporté sur le côté à la place. Il lui a fait un vrai bon match aussi, beaucoup provoqué, a raté. Mais ouais, Rome se retrouve à délivrer un centre qui est repris de justesse, c'était une grosse occasion. Et encore une fois, 2 minutes plus tard, cette fois c'est Kimmich qui trouve un délicieux petit ballon renversé, pied gauche, oblique, comme ça, dans l'espace qu'a libéré Hiroki Sakai, qui était ici un peu en tant que défenseur central, très axial, si on peut remonter, on le voit là. Et ouais, il y a un trou ici qui est, je pense que cet intervalle, Hiroki Sakai, Junya Ito, il était un petit peu mal défendu. Sur la défense de position, de surface, le Japon n'était pas le meilleur. Et c'est peut-être ça qui les conduit aussi à être si agressifs, si haut, parce que c'est en défendant, en avançant, qu'ils s'offrent les meilleures chances de remporter ce match et même de se protéger. En l'occurrence, David Raum va être servi, et là c'est la 3e fois. C'est la fois de trop, il provoque un penalty qui sera transformé par Ilkay Gundogan. Ça fait 1-0 pour l'Allemagne, et au retour des vestiaires, l'Allemagne commence vraiment à mettre le pied sur le ballon. Je pense qu'il y a une dizaine de minutes, ouais, entre une 10-15, entre la 45e et la 57e, parce qu'il se passe un truc très important à la 57e. L'Allemagne met le pied sur le ballon et aurait pu alourdir le score. Je pense notamment à ce rush, peut-être que vous en souvenez, de Jamal Musiala, qui avait déjà eu une belle occasion en première. Celle-ci là, hop, et le changement de direction ici, le changement d'appui de Jamal Musiala que j'avais cité dans ma liste des 10 jours à suivre sur ce mondial, si sa frappe n'est pas aussi haute, s'il maîtrise un peu son tir, il marque le meilleur but de la Coupe du Monde pour l'instant. Un but qui aurait été légendaire, un slalom, et lui non plus, il ne s'y trompe pas, il a compris. Derrière, Ilkay Gundogan a une frappe qui déclenche à l'entrée de la surface de réparation après un beau mouvement collectif qui effleure le poteau, qui touche le poteau même, qui rebondit sur le poteau sortant.
Donc voilà, l'Allemagne, à partir du moment où ils prennent l'avantage au retour des vestiaires, l'Allemagne était pas mal, mais à la 57e, il y a le coup de génie de Hajime Moriyasu, c'est le double changement, c'est l'entrée de Mitoma qui a fait un match vraiment émouvant aux larmes. J'ai adoré le match de Mitoma, j'ai pas mal d'images pour vous le montrer. Et l'entrée de Takuma Asano, bien sûr qui a été énorme lui aussi, en lieu et place de Daizan Maeda. Je vous le mets ici, Takuma Asano, super entrée. Il est là, et quelques minutes plus tard, je crois que c'est une dizaine de minutes plus tard, Ritsu Doan entre. 13 minutes plus tard, Ritsu Doan entre. Et lui aussi a été très bon. Triple changement d'Hajime Moriyasu, totalement couronné de succès. Le Japon va remettre une pièce dans la machine et se remettre à être très énergique, très agressif, à la pression. C'est rare de voir des équipes qui tiennent ce module défensif pendant 90 minutes. Honnêtement, c'est quasiment du jamais vu. Et le Japon l'a fait, notamment grâce à la fraîcheur de ses entrants. Ici, Hiroki Sakai se propose peut-être pour... je pense que c'est Asano qui est contré. Par Antonio Rudiger, qui a fait un bon match défensivement. Lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais le Japon propose à des solutions et ses entrants font véritablement la différence. Ici, Kaoru Mitoma, quel joueur, tout en touché, ça va permettre ensuite un petit peu plus tard de trouver un ballon pour, je pense que c'est Asano ici qui contrôle, qui déclenche, super barré de Manuel Neuer, et Hiroki Sakai et Ritsu Doan se gênent un peu, mais au départ il y avait eu la sérénité de Mitoma qu'on va voir un petit peu plus tard sur cette passe par exemple. Il accélère, élimine Zule, et le petit ballon magnifique qui est repris et qui permet à Asano d'égaliser. Superbe. Un partout, ça fait un partout. Une nouvelle accélération de Mitoma. C'est Ritsu Doan qui égalise, pardon. Et une nouvelle accélération de Mitoma qui ralentit, qui temporise avec beaucoup de classe et qui attend Minamino aussi. Minamino qui est entré en cours de jeu, qui attend le petit appel de Minamino dans la profondeur, ici en enroulé, pour le servir d'un petit ballon, Modricesque, comme ça, entre les deux défenseurs qui sont sortis à la pression, juste sur ce petit intervalle arrêté. Ça rappelle un petit peu les ballons de Neymar aussi qu'il peut mettre à l'arrêt comme ça. Superbe, ouais, vraiment le match de Mitoma extraordinaire. Et le Japon met le deuxième but sur un long ballon. L'Allemagne s'est un petit peu sortie de son match aussi à partir de ce moment-là, s'est déconcentré. Long ballon joué sur un coup de pied arrêté classique. Et Schlotterbeck est si loin qu'Asano peut contrôler, se l'emmener et battre Neuer d'une superbe finition. Ça fait 2-1, Ritsu Doan et Asano qui avaient menacé au second poteau sur le premier but, le but de l'égalisation. Match émouvant de A à Z pour des Japonais qui, même à la 95e et 28 secondes, ne baissent pas leur bloc, n'attendent pas, continuent de presser, d'être si agressifs, de récupérer des ballons hauts comme ça. La débauche d'énergie, le niveau d'engagement collectif, c'est une vraie équipe de foot. Quand le foot est joué comme ça, avec un sens du collectif si fort, si puissant, c'est juste un régal absolu. Et ouais, j'ai voulu faire un petit point quand même sur ce qu'on disait sur le foot asiatique il y a quelques jours, après la défaite de l'Iran contre l'Angleterre. Je disais, entre le Qatar hier et l'Iran aujourd'hui, un début de Coupe du Monde pénible pour le foot asiatique. Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite, à vous. Et l'Arabie Saoudite et le Japon nous ont offert les deux matchs les plus extraordinaires de cette Coupe du Monde pour l'instant. À l'Uruguay, à la Corée du Sud, de faire aussi bien contre l'Uruguay. Ce serait assez extraordinaire. Ma note de ce match, 19 sur 20, la même note que j'ai mis à Arabie Saoudite, Argentine. Je pense qu'ici sur ce match, j'ai presque mis 18 plutôt. En gros, je trouvais qu'il y avait une ambiance qui n'était pas aussi forte. C'est le stade le moins moderne du Qatar et les supporters sont assez éloignés. Grosso modo, il n'y avait pas une ambiance de folie, à part sur le dénouement bien sûr à la fin. Alors que sur Argentine-Arabie Saoudite, c'était vraiment un délire. Olu Saïl, le plus moderne, le plus grand. Mais par contre, tactiquement, j'ai trouvé ce match encore plus intéressant. Même si l'approche de l'Arabie Saoudite était fascinante, le Japon, c'est mon type de foot. C'est la pression si intense, le dévouement collectif, les courses pour accompagner les transitions offensives, toujours 5 ou 6 gars qui se proposent, inonder la surface de réparation. Et never say die, quoi. L'attitude de le match n'est jamais fini, les changements de Moriyasu qui font la différence, juste un super match du Japon et un match hyper divertissant comme ça en milieu de journée qui fait du bien parce que
Juste après ce Maroc-Croatie qui était un peu plus terne, cette Coupe du Monde avait besoin de retrouver un petit peu d'allant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais juste les émotions, franchement, c'était un super match de foot. Maroc-Croatie, rapidement, ce qu'on peut en dire, c'est que le Maroc a été pas mal. J'ai trouvé, grosso modo, le Maroc a plutôt résisté à des Croates qui initialement ont beaucoup mis le pied sur le ballon. Ça, c'est la 3e minute de jeu. Je trouvais que un petit peu comme l'équipe de France contre l'Australie hier, les Marocains n'étaient pas assez agressifs, le bloc était un petit peu trop bas. Et c'était dommage parce que cette Croatie, on savait que ces 3 offensifs, c'est pas des attaquants de profondeur. Vlasic côté droit, Perisic côté gauche et Kramaric dans l'axe, c'est pas des attaquants à forte mobilité qui peuvent exploser dans la profondeur. Du coup, c'est pas comme s'il y avait un danger particulièrement marqué à presser la Croatie. Je pense qu'au contraire, la Croatie, elle avait vraiment besoin d'avoir ce jeu de possession lent, calme, pour s'approcher de la surface de réparation, parce qu'elle ne peut pas être très menaçante dans la profondeur. Ici, on le voit par exemple, Nikola Vlasic tente d'accélérer, ben non, très vite, il se ravise et va recycler, repasser derrière pour installer une phase de possession un peu plus longue. Pareil ici sur ce ballon qui est donné par Mateo Kovacic à Vlasic dans la profondeur. Non seulement il n'a pas la mobilité, mais il n'a pas vraiment la vision et le sens des transitions offensives, des attaques rapides. Il ne voit pas que le ballon est derrière lui. Il n'a pas anticipé cette passe en profondeur. Du coup, au moment où il regarde derrière, le ballon est déjà devant lui et ça ne va rien donner pour la Croatie. Cette Croatie n'était pas du tout menaçante dans la profondeur. C'est pour ça que je voulais voir le Maroc plus agressif, parce que cette profondeur n'était pas vraiment une menace. Et ils l'ont été, ils ont commencé à l'être. Ziyech qui a pas mal pressé, des initiatives individuelles, ballon récupéré ici. À nouveau là, on voit Ziyech et En-Nesyri. En-Nesyri qui n'est pas un très bon finisseur, mais qui est un très bon attaquant de pressing. Un attaquant défensif qui ne ménage pas ses efforts. Donc à partir de ce moment-là, je trouve que c'est mieux allé. Et grosso modo, je trouvais que le Maroc a fait une vraie bonne première mi-temps. Je crois qu'ils finissent avec, sur les 45 premières minutes, 10 ou 11 touches de balle dans la surface adverse. C'est plus que ce qu'avait la Croatie. 5 tirs bloqués. Il y aurait pu avoir une énorme occasion au bout de ce centre de Ziyech, délicieux, quel pas de gauche, et il l'a montré, qui n'est pas touché même de la tête par Youssef En-Nesyri. C'est vraiment, vraiment dommage. Le centre, il est parfait. Il prend le devant sur son défenseur. Le centre n'est pas dévié, pas touché, quoi que ce soit. Et simplement, il rate sa tête. Et là, on a vu que le Maroc, c'est exactement ce qu'on disait dans l'analyse pré-mondiale, mon épisode 2 mondial. C'est que le Maroc manque d'un vrai numéro 9. Ça peut leur coûter parce qu'ils se procurent des situations et ils ont les mal à les transformer en des occasions vraiment sonnantes et trébuchantes. Et c'est ce que j'ai vu sur cette première période. Avec pourtant des mouvements intéressants. Ici, on la passe intérieur d'Ounahi, qui je trouve n'a pas fait un excellent match, mais ça c'était une de ses bonnes incursions. Passe intérieur d'Ounahi à destination de Sofiane Bouffal. Simplement, c'est un peu le mauvais choix qui sera fait. Je trouvais que le Maroc a manqué un petit peu de justesse pour menacer encore davantage. Ici, je ne suis pas certain que tenter cette feinte de frappe un petit peu semelle, qui est très technique, mais qui élimine personne véritablement, pour se mettre sur son pied gauche, pour Sofiane Bouffal, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée, alors qu'il y avait peut-être un appel en profondeur à faire ici. Je sais pas, des choses plus intéressantes. Ça donne rien, c'est quand même récupéré derrière. Et à nouveau, il y a ce geste de trop, je pense, dans la surface, une tentative de dribble d'élimination d'Ounahi, ce qui fait que le Maroc ne réussit pas à capitaliser. Luka Modric aurait sans doute dû prendre au moins un carton jaune. Hakimi lui a fait un sacré taf. Et Ziyech a quand même brillé. Cette passe, par exemple, renversée qu'il invente, personne n'y pense à celle-ci. Elle est pas loin de trouver quelqu'un. Peut-être Youssef En-Nesyri, si c'était un petit peu mieux proposé. Il applaudit, c'est vrai. Mais voilà, je pense que cette équipe, elle manque un petit peu. Pardon, je vois que j'avais pas changé l'écran, on est bien sur Maroc-Croatie. Cette équipe, elle manque un peu de justesse technique collective, quoi. Ça se comprend pas si bien, même s'il y a beaucoup de techniciens. Ça se comprend pas totalement. Et je pense que les choix sont pas si bons. Ici, Ziyech, par exemple, encore lui, qui trouve la passe, la super passe à destination d'Ounahi. Et là, pour moi, c'est l'action que je regrette le plus côté marocain. Je trouve qu'ici, ça donne rien, il n'y a pas de tir, on n'en parle pas du tout du coup. Mais pour moi, c'est la vraie situation du Maroc parce que ici, Ounahi, il doit laisser filer, mettre son dos en opposition. Et là, il a un tir croisé au bout. Lui, il peut mettre son dos devant et le bloquer. Et Brozovic qui revient est trop loin. Il a le temps, il a l'espace pour laisser filer le ballon et enchaîner une frappe croisée, même fort devant le but, mais moi je la tenterai directement. Et il préfère revenir sur son pied. Le Maroc aime trop avoir le ballon dans les pieds et tout maîtriser jusqu'au bout. C'est des vrais techniciens, manieurs de ballon.
mais c'est trop parfois. Et du coup, ça donne une situation où Unai tente une passe en 1-2 à destination de Ziyech, mais il n'y a rien là, il n'y a rien à faire et c'est Modric qui récupère. C'est dommage. Voilà, quelques situations en plus, la pression marocaine qui était sympa, le gros match de Bounou que j'avais envie de souligner, gros arrêt quand même juste avant la mi-temps et ensuite en seconde période sur ce corner où en plus il met un petit peu sa sécurité en danger. Ziyech Hakimi, ça a donné des choses intéressantes avec ce débordement de Hakimi en mode lengthy qui aurait pu faire quelque chose. Et le Maroc a eu de l'ambition quand même, on le voit ici avec Bounou, ça c'est la 72e minute, il y a 0-0, corner intercepté, tout de suite la relance rapide à la main. Dommage que Abdé ait fait un match, une entrée calamiteuse. On parle des entrées extraordinaires des Japonais, l'entrée d'Abdé, elle est franchement mauvaise, tout est raté ici. Il y a sans doute un ballon plus intéressant à mettre dans le dos, je pense que c'est pour, je sais pas qui demande, peut-être En-Nesyri. Et il préfère rentrer intérieur, buter. Pareil là, son extérieur, son crochet est raté. Et c'est vraiment dommage. Du coup, ce match, je l'ai trouvé intéressant tactiquement en première période. Je trouvais que le Maroc rentrait de mieux en mieux dans la partie, mais que finalement, la seconde était vraiment très pauvre. Et je crois que j'ai mis une vraie mauvaise note. J'ai mis 6 sur 20. C'est ma deuxième pire note, je crois, sur ce mondial pour l'instant. Un 0-0 avec pas grand-chose en seconde. C'est dommage, les équipes avaient de quoi créer davantage. Et la Croatie a eu quelques grosses occasions, mais elle non plus, je la trouve pas très fringante. Manque de mobilité du secteur offensif. Pour le Maroc, j'ai envie de voir. Je pense que c'est quand même un bon résultat contre cette Croatie. Dans un groupe qui est très compliqué. 0-0 contre la Croatie, c'est pas mal en ouverture. Pour qu'elle continue à rêver sur cette Coupe du Monde, j'ai envie de voir si elle peut passer une vitesse supplémentaire. Notamment sur la qualité de ses choix dans le dernier tiers. Et un petit peu plus de réussite à la finition. Voilà pour le Maroc. Mes pronos pour terminer. Dans ce groupe, on a déjà parlé de Maroc-Croatie. J'avais parié sur le nul, j'avais misé sur le nul. Pronostiqué le nul plutôt, c'était hier. Et pour le coup, c'est passé, même si j'avais dit 1 partout, mais c'est 0-0. Allemagne-Japon, j'avais dit Allemagne, victoire 3-1 de l'Allemagne, ça on sait comment ça s'est passé. Et c'est un petit rappel que mes pronostics sont à prendre avec une grande pincée de sel. Évidemment, comme je le disais, si vous voulez miser sur BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue. C'est jusqu'à 100 € remboursés en free bet, en crédit de jeu non retirable, accessible avec le code promo WILOU. Je vous mettrai toutes les conditions dans un lien qui est en description. Mais faites attention, les paris sportifs, particulièrement en cette période de mondial, c'est très incertain, il faut être majeur pour jouer évidemment. Jouer comporte des risques comme c'est inclus ici sur le bandeau et soyez responsable. Espagne-Costa Rica qui démarre dans quelques minutes, là le match aura sans doute démarré à l'heure où vous regardez la vidéo, donc je vais m'afficher parce que le Costa Rica va nous offrir encore une après-midi de Coupe du Monde démentielle, mais j'ai mis l'Espagne et je pense que ce sera une victoire confortable pour une Espagne qui va prendre je crois 75-80% de possession. Et Belgique-Canada, ça c'est le match qui m'intéresse le plus. Ce soir, on l'analysera, sauf si c'est un match vraiment catastrophique, mais a priori, Belgique-Canada, ça peut donner un truc sympa. Ce Canada, de Davis, de Buchanan, de Larin, de David, Eustachio, peut-être aux côtés de Hutchinson, Ismaël Koné. Bon, j'ai beaucoup parlé de ce Canada, pour moi c'est une des équipes à suivre de ce mondial et j'espère qu'elle nous fera une belle perf. Je suis parti sur le nul qui est à 4,45 et un partout comme score. Mais je vous cache pas que j'espère encore plus de buts et un match encore plus animé. Pourquoi pas un 3-2 dans un sens ou dans l'autre pour ce match de la francophonie, partiellement de la francophonie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, j'ai inclus aussi, je vous remercie à nouveau pour les 500 000 abonnés, comme je l'ai fait hier. Pour ceux qui ont raté la vidéo d'hier, on a passé le cap des 500K, merci beaucoup. Et là, je crois qu'on est même à 502. Donc c'est en train d'aller à une allure assez fantastique. Et ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre soutien. On se retrouve dans quelques heures pour l'analyse de Belgique-Canada. Et ouais, cette Coupe du Monde continue sur de très belles bases. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.